On nous a souvent parlé de la colonisation française en Algérie comme d'une histoire complexe, comme d'un simple épisode du passé, parfois même comme d'une rencontre entre deux peuples. Mais il faut dire les choses clairement. L'histoire entre la France coloniale et l'Algérie n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de conquête, une histoire de domination, une histoire de violence, de résistance, de terres prises, de villages détruits et de mémoires brisées. Et pourtant, pendant des décennies, une partie de cette réalité a été minimisée, déformée ou racontée à moitié. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de haine. Il ne s'agit pas d'accuser des générations qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé il y a près de 2 siècles. Et il ne s'agit certainement pas de nourrir les fantasmes politiques ou les récits extrêmes qu'on entend parfois dans certains médias ou certains débats. Ici, il s'agit d'histoire réelle, d'histoire documentée. Je m'appelle El Hachmi. Je suis né à Marseille en 1968. J'y ai grandi. J'y ai construit ma vie. Mais mes parents viennent d'Algérie. Et cette histoire, c'est aussi celle de mes ancêtres. Alors dans cette série documentaire, on va revenir aux faits, aux archives, aux témoignages, aux récits militaires, aux travaux d'historiens comme Benjamin Stora et de nombreux chercheurs ayant travaillé sur la conquête et la colonisation. Pas pour réécrire l'histoire, mais pour la regarder en face. Parce que comprendre le passé, c'est éviter que les mensonges du présent deviennent les conflits de demain. Alors dans cette première vidéo, on va revenir à la question que beaucoup pensent connaître. Pourquoi la France a-t-elle envahi l'Algérie en 1830? Pas le récit simplifié, pas le conte officiel, mais la réalité historique que les archives nous permettent aujourd'hui de reconstruire. Avant de parler de conquête, avant de parler de guerre, avant de parler de colonisation, il faut d'abord répondre à une question simple. À quoi ressemblait l'Algérie avant l'arrivée des Français? Parce que pendant très longtemps, on a raconté aux Français une histoire bien précise. Une terre vide, des tribus sauvages, un territoire sans civilisation, sans administration, sans culture, sans savoir. Comme si la France était arrivée dans un désert sans histoire. Mais quand on ouvre les archives historiques, cette image s'effondre complètement. En 1830, l'Algérie existe déjà comme société organisée depuis des siècles. Le territoire est alors sous l'autorité de la régence d'Alger, liée à l'Empire ottoman. Alger est une grande ville méditerranéenne, tournée vers le commerce maritime. Des navires espagnols, italiens, ottomans et français circulent dans ces ports. On y parle arabe, berbère, turc, parfois espagnol ou italien dans certains quartiers commerçants. La ville possède ses marchés, ses artisans, ses tribunaux religieux, ses mosquées, ses écoles, ses bibliothèques. Et surtout, une vie, une vraie vie. Le matin, les pêcheurs partent en mer. Les commerçants ouvrent leurs échoppes. Les caravanes circulent entre les villes du nord et les régions du sud. Dans les campagnes, des familles cultivent leurs terres depuis des générations. Contrairement à certains récits coloniaux, l'Algérie n'est pas un territoire sans route ni organisation. Il existe déjà des routes commerciales, des pistes caravanières, des axes reliant les villes et les zones agricoles. Pas des autoroutes modernes, évidemment, mais un réseau vivant, adapté aux réalités de l'époque. Le pays produit des céréales, de l'huile, des fruits, du bétail. Certaines plaines, comme la Mitidja, autour d'Alger, sont parmi les terres les plus fertiles d'Afrique du Nord. Et puis, il y a l'instruction. C'est un point fondamental. Parce qu'on entend encore aujourd'hui que les Algériens étaient illettrés avant l'arrivée de la France. La réalité historique est beaucoup plus complexe. Dans de nombreuses villes et villages existent des médersas et des écoles coraniques où les enfants apprennent à lire, écrire et réciter les textes religieux. Des savants circulent entre Tlemcen, Constantine, Alger ou le reste du monde musulman. Cela ne veut pas dire que toute la population savait lire.
La France rurale de l'époque elle-même connaissait encore un fort analphabétisme. Mais contrairement au récit colonial, l'Algérie possédait déjà ses propres formes d'enseignement, de savoir et de transmission culturelle. Et ça change tout. Parce qu'une colonisation devient plus facile à justifier quand on présente le peuple colonisé comme inférieur, comme incapable de se gouverner lui-même. Alors très vite, les récits coloniaux vont simplifier l'Algérie, la caricaturer, effacer sa complexité. On parlera d'indigènes, de tribus primitives, d'un peuple à civiliser. Mais derrière ces mots, il y avait des hommes, des femmes, des familles, des villes, des écoles, des traditions, une mémoire. Et surtout, un peuple qui n'avait jamais demandé à être envahi. Car pendant que l'Algérie poursuivait sa vie de l'autre côté de la Méditerranée, en France, un pouvoir en crise cherchait déjà une guerre. Et cette guerre allait changer l'histoire des deux peuples pour les siècles à venir. Officiellement, tout aurait commencé par un simple geste, un coup d'éventail. Le 29 avril 1827, dans le palais du Dey d'Alger, une discussion dégénère entre le souverain algérien, Hussein Dey, et le consul français. Depuis des années, une dette oppose la France à des négociants algériens. Pendant les campagnes de Napoléon Bonaparte, d'importantes quantités de blé avaient été fournies à la France, sans être totalement remboursées. Le Dey réclame des explications. Le ton monte. Et selon la version française de l'époque, Hussein Dey aurait frappé le consul avec son éventail. Un geste rapidement transformé en humiliation nationale. Dans la presse française, l'affaire explose. On parle d'affront, d'insulte envers la France, d'honneur à défendre. Mais derrière cette histoire devenue célèbre, beaucoup d'historiens voient surtout un prétexte idéal. Parce qu'en réalité, le pouvoir français cherchait déjà une intervention militaire. Le roi Charles X est fragilisé. La monarchie perd en popularité. Le pays traverse des tensions politiques importantes. Et une guerre extérieure peut parfois servir à détourner l'attention intérieure. Alors le récit du coup d'éventail devient une arme politique. Petit à petit, l'idée d'une expédition militaire prend forme. Et pendant que la population française entend parler d'honneur et de civilisation, des navires de guerre commencent déjà à se préparer. Car ce qui se prépare en réalité, ce n'est pas une simple punition diplomatique. C'est le début d'une conquête. Une guerre déjà décidée. Pendant que l'opinion publique française entend parler d'honneur blessé, le pouvoir, lui, prépare déjà autre chose. Car après le coup d'éventail, la France ne cherche pas réellement une solution diplomatique. Elle impose un blocus maritime autour d'Alger pendant plusieurs années. Le commerce ralentit. Les tensions montent. Et à Paris, certains voient déjà beaucoup plus loin qu'une simple punition. Parce que l'Algérie représente un territoire stratégique immense, une porte vers la Méditerranée, des terres fertiles, des ports militaires, et surtout une future extension de puissance pour une France qui veut redevenir dominante après les guerres napoléoniennes. Mais derrière les discours officiels, il y a aussi une réalité politique. Le roi Charles X est de plus en plus contesté. Le peuple français souffre. Les oppositions grandissent. La monarchie vacille. Alors, une expédition militaire victorieuse pourrait changer le récit, créer un élan patriotique, redonner du prestige au pouvoir, occuper les journaux avec une guerre extérieure plutôt qu'avec les crises internes. Et peu à peu, la machine se met en route. Des milliers de soldats sont mobilisés. Des navires quittent les ports français. Des généraux préparent une opération gigantesque de l'autre côté de la Méditerranée. Officiellement, il s'agit encore d'une expédition punitive. Mais dans les faits, la conquête a déjà commencé dans les esprits. Et en 1830, une flotte immense apparaît à l'horizon des côtes algériennes. Le débarquement de juin 1830.
Après des semaines de préparation, la flotte française approche enfin des côtes de l'Algérie. Des centaines de navires, des milliers de soldats, des canons, des chevaux, des armes. Une armée immense traverse la Méditerranée. Le 14 juin 1830, les troupes françaises débarquent à Sidi Ferruch, à l'ouest d'Alger. Le sable est encore calme, mais très vite, le chaos commence. Les soldats avancent sous une chaleur écrasante. Les camps militaires se construisent en urgence. L'air est chargé de fumée, de poussière et de tension. En face, les forces du Dey tentent d'organiser la défense. Mais l'armée française possède une puissance militaire énorme. Artillerie moderne, discipline militaire, supériorité logistique. Quelques jours plus tard, les premiers affrontements éclatent autour de Staweli. Les combats sont violents. Le bruit des canons couvre les cris des hommes. La fumée envahit les collines. Le sol se remplit rapidement de corps. Et malgré la résistance locale, les lignes algériennes reculent progressivement. Le 5 juillet 1830, Alger tombe finalement aux mains des Français. Le Dey capitule. Pour beaucoup en France, c'est une victoire spectaculaire. Mais personne n'imagine encore que cette opération militaire, présentée comme rapide et limitée, va devenir l'une des colonisations les plus longues et les plus violentes du XIXe siècle. Car ce débarquement n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement. La conquête qui devient une colonisation. Au départ, beaucoup pensent que la France repartira rapidement. Mais après la prise d'Alger, quelque chose change. Le pouvoir français comprend très vite le potentiel immense de l'Algérie. Ses terres, ses ports, sa position stratégique, ses richesses agricoles. Alors, la conquête ne s'arrête pas. Elle s'étend. Année après année, l'armée française avance à l'intérieur du territoire. Des villages sont détruits, des tribus déplacées, des terres confisquées. La violence devient une méthode de domination. Certaines opérations militaires marquent durablement les mémoires. Des récoltes sont brûlées, des populations enfermées dans des grottes enfumées. Des civils meurent par milliers. Et pendant que la guerre continue, une autre transformation commence. Des colons européens arrivent progressivement sur les terres algériennes. Des villes changent, des quartiers sont reconstruits, des terres agricoles sont redistribuées aux nouveaux arrivants. Peu à peu, l'Algérie cesse d'être seulement un territoire occupé. Elle devient une colonie de peuplement. Mais face à cette conquête, la résistance ne disparaît pas. Dans l'ouest du pays, un homme va réussir à unir de nombreuses tribus contre l'armée française. Son nom, Abdelkader ibn Mourieddine, chef militaire, stratège, figure spirituelle. Pendant des années, il mène une résistance acharnée contre l'expansion française. Et malgré la puissance militaire de la France, la conquête de l'Algérie va durer bien plus longtemps que prévu. Parce qu'en réalité, ce qui commence en 1830 n'est pas une simple guerre. C'est le début d'une colonisation totale.